Inventarium du Café Europa, atelier d'écriture, cette famille, c'est la proposition 3. Bravo à tous ceux et toutes celles qui se sont colletés à Ponge et à Sarraute avec des préférences très nettes sur l'une ou l'autre des deux boussoles proposées dans vos écrits. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de découvrir vos textes, de découvrir leur variété. Et puis aussi le fait que chacun et chacune, pour moi, est dans le bon geste qui consiste à matiérer, à faire de la matière et à ce qu'on se pose ensemble cette question de comment on écrit sur un sujet aussi sensible que la famille, sans pour autant tomber dans la sensiblerie, par exemple, ou dans l'insensibilité d'ailleurs, sans tomber dans quelque chose, mais en laissant plutôt les surprises advenir, ce qui est pour moi la marque première de l'écriture. Les surprises adviennent. Ma surprise pour vous aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant qu'on appelle d'ailleurs bien à tort le jeu des 7 erreurs. Vous connaissez ce jeu, on prend de photos ou de dessins. Nous, évidemment, on va prendre de photos puisqu'on a des photos. Et on les met l'une à côté de l'autre et l'une des deux comporte 7 erreurs. En fait, effectivement, c'est peut-être pas des erreurs, c'est peut-être des différences. Et j'ai eu envie de jouer à ce jeu parce que, comme vous probablement, je suis tout à fait fascinée par la plasticité de la mémoire. J'imagine que vous êtes tombé sur ces articles de recherche au sujet notamment des GIs américains qui reviennent et qui ont des souvenirs fabriqués. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus d'avoir participé à certaines missions ou d'avoir assisté à certains événements et en fait on se rend compte par recoupement que c'est faux, que ces souvenirs se sont complètement modelés, mais pour eux il n'y a aucune différence entre ces souvenirs et la réalité. Et de toute façon, on n'a pas attendu les syndromes post-traumatiques pour mettre ça en évidence, le fait que notre mémoire est modelée par les souvenirs qu'on nous raconte, par la façon dont ils nous sont racontés, par les personnes qui nous les racontent, je pense à nos souvenirs d'enfance évidemment, et aussi bien sûr par cet appui qu'est la photographie, et puis la vidéo, c'est-à-dire ces traces normalement inquestionnables, ces traces légitimes, ces traces objectives de ce qui s'est passé, qui font foi et qui régulièrement percutent nos propres souvenirs ou un récit tiers d'une manière totalement déboussolante. Une série comme Homecoming, qui est sortie cette saison à l'automne, fait vraiment ses choux gras de cette faculté de notre mémoire à trier, oublier, réarranger et à se laisser influencer et à agglomérer aussi des choses, à réquisitionner des choses qui n'étaient pas là initialement. Alors, en quoi tout ça nous intéresse, ou plutôt comment on en fait quelque chose par l'écrit ensemble. Je vais comme d'habitude vous proposer plusieurs pistes, plusieurs boussoles, de manière à ce que vous puissiez choisir ou choisir de ne pas choisir. Et prenez vraiment votre temps pour voir finalement quel procédé va être pour vous le plus curieux, le plus loin de vos clous. La première de ces pistes vient d'un texte qui m'est cher et familier. Je le dis depuis une quinzaine d'années sur scène régulièrement. C'est une lettre de Pétrarque à son mentor à Bologne,
dans laquelle il relate son ascension du Mont Ventoux. Alors pas à bicyclette, hein, puisque le texte est daté de 1325, et que même plus tard, il n'est pas dit que Pétrarque aurait été un grand cycliste, mais à pied, avec toutes les difficultés que ça comporte pour quelqu'un qui n'est pas du tout familier de l'exercice, ni finalement d'aucun exercice physique. Et dans ce texte, Pétrarque va faire évidemment un parallèle entre la difficulté d'élever son corps dans le cadre de cette ascension et la difficulté d'élever son âme dans le cadre de l'ascension qui s'appelle l'existence humaine. Et à un moment donné, il dit cette phrase trop nombreux sont les intérêts qui me plongent dans l'incertitude et dans l'embarras. Ce que j'avais coutume d'aimer, je ne l'aime plus. Non, je mens. Je l'aime, mais moins. J'ai encore menti. Je l'aime, mais plus honteusement, plus tristement, voilà. Je dis la vérité, je l'aime, mais malgré moi, mais forcé dans la détresse et dans le deuil, et j'éprouve sur moi-même la vérité de ce vers fameux, je te haïrai si je peux, sinon je t'aimerai contre mon gré. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est cette formule. J'affirme quelque chose, je donne une description comme vous en avez donné dans la première série des photos, dans la proposition 1, et puis quelque chose fait que j'interromps cette description, j'interromps cette série d'affirmations parce que je mens. Voilà. Et ce que je trouve magnifique, évidemment, c'est qu'il s'y reprend à plusieurs fois au point que finalement, ça invalide toute vérité possible, toute prétention de vérité absolue dans le texte qui suit. Donc ça, c'est une de nos premières pistes pour ce jeu des 7 erreurs. Non, je mens. J'ai encore menti. Voilà, j'ai dit la vérité. Mais ça n'est pas la seule. L'autre piste, c'est l'incontournable, le merveilleux, le génialissime W ou le souvenir d'enfance de Pérec. Il y a des livres comme ça qu'il n'est jamais trop tard pour avoir lu. J'ai moi-même lu W l'été dernier. C'est pas sans honte que je l'admets et en même temps pas sans joie. Quel livre exceptionnel. Quel merveilleux moment de lecture. Donc, pour ceux qui, comme moi, ceux et celles qui, comme moi, seraient dans l'ignorance de W, ou qui l'auraient lu il y a suffisamment longtemps pour ne plus s'en souvenir très exactement, je vous resitue le contexte d'écriture, en tout cas une partie du contexte d'écriture. Pérec explique qu'il a essayé de faire une sorte d'autobiographie il y a 15 ou 20 ans, 15 ans, à partir notamment de photos qu'il a retrouvées, qu'il possède, une tentative de récit sur sa famille. Donc 15 ans après, il retrouve ce récit et il le publie intégralement. Dans l'édition, il est en caractère gras, hein, on voit. Et ensuite, dans ce récit, au lieu de l'interrompre, il va mettre des notes. Et il y en a énormément. Il y en a plus de 26, rien que sur cette première partie,
qui vont venir en fait corriger les affirmations qu'il avait faites dans ce premier récit. Alors, bon, je vous lis le début, parce qu'il se trouve que c'est une histoire de photo, donc ça nous intéresse. Sur la photo, le père a l'attitude du père. Il est grand, il a la tête nue, il tient son calot à la main, sa capote descend très bas. Première note. Non, précisément la capote de mon père ne descend pas très bas, elle arrive aux genoux, de plus les pans sont relevés à mi-cuisse. On ne peut donc pas dire que l'on devine les bandes moltières, on les voit entièrement et l'on découvre une grande partie du pantalon. Je reprends la lecture initiale. Donc la capote est serrée, elle est serrée à la taille par l'un de ces ceinturons de gros cuir qui ressemblent aux sangles des vitres dans les wagons de 3e classe. On devine entre les godillots nets de poussière, c'est dimanche, et le bas de la capote, les bandes moltières interminables. Le père sourit, c'est un simple soldat, il est en permission à Paris, c'est la fin de l'hiver, au bois de Vincennes. 2e note. Dimanche, permission, bois de Vincennes, rien ne permet de l'affirmer. La 3e photo que j'ai de ma mère, l'une de celles où je suis avec elle, a été prise au bois de Vincennes. Celle-ci, je dirais plutôt aujourd'hui qu'elle a été prise à l'endroit même où mon père était cantonné. En juger par son seul format, 15,5 par 11,5, c'est pas une photo d'amateur. Mon père, dans son uniforme quasi neuf, a posé devant un des photographes ambulants qui font les conseils de révision, les casernes, les mariages et les classes en fin d'année scolaire, etc., etc. Donc ça, c'est notre 2e piste. W ou le souvenir d'enfance. Tout à coup, on va reconsidérer ces photos, ces descriptions, à l'aide d'éléments nouveaux, pas seulement d'une capacité de jugement nouvelle, plus aiguisée, mais vraiment d'éléments nouveaux. Le temps a passé, et puis des informations extérieures sont arrivées, ce qui se passe dans le texte, en parlant avec sa tante, en ayant accès à de nouveaux documents qui viennent mettre évidemment les premiers en regard, comme là ce qu'il explique sur une autre photo dont nous n'avons pas connaissance pour le moment, celle qui a été prise avec sa mère qui était à Vincennes et qui a été confondue. Je pense que vous commencez à me voir arriver avec ma proposition 3, le jeu des 7 erreurs. C'est déjà un peu touffu, mais j'aimerais bien vous proposer une 3e piste, d'autant qu'elle m'a été soufflée par une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre vous, qui, à l'occasion de la proposition 1, avait mis des titres au-dessus de chacune des photos, et je lui ai dit non, gardons ça pour plus tard, ça va nous servir, c'est un peu tôt les titres. Cette proposition, cette idée, cette piste que je vous soumets, c'est une piste qui concerne le fait de rendre visible votre écriture et les changements de votre écriture. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail de correction. Comme il nous arrive d'en faire quand on retrouve un texte qu'on a abandonné depuis un certain temps, qu'on avait oublié, et puis qui nous repasse dans les mains et on se dit ah ça je le dirai plus comme ça, ou le titre même justement, le fait de choisir un titre et de le discuter, dire bah finalement j'avais choisi ça comme titre mais maintenant je vais choisir autre chose parce que je trouve ça ringard, malsonnant, etc., et d'en proposer un autre, voire même un 3e, voilà, une chose qui va comme ça prendre des proportions à l'intérieur même du texte, en le commentant. Le fait de rendre le brouillon visible, le fait de rendre le travail de celui qui écrit, l'industrie de l'écriture visible, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup et qui me semble importante parce que si Proust écrivait aujourd'hui sur un Mac, on n'aurait pas cet appareil critique absolument génial de ces brouillons retravaillés, biffés, et qui raconte tellement sur ce que c'est d'être en train d'écrire et sur le fait que les mots nous travaillent et nous changent. Donc ça, c'est la 3e piste de travail que je vous propose.
Elle peut aussi se rapprocher de ce qui se passe dans Don Quichotte, où Cervantes explique qu'il a finalement trouvé un manuscrit, comme d'habitude. Toujours, hein, on trouve beaucoup des manuscrits dans la littérature jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On trouve des manuscrits, voilà, comme Voltaire trouve un manuscrit. Mais en plus, Cervantes, lui, dit qu'il trouve un manuscrit qui est écrit en arabe, donc il le fait traduire. Et ensuite, pendant tout Don Quichotte, régulièrement, il conteste l'écriture en fait de cet auteur arabe qu'il a fait traduire. Il conteste aussi la traduction de cet auteur, en disant que le traducteur il l'a pas payé cher, ça se trouve il n'a pas bien fait son boulot. Voilà. Là, je pense que la moitié d'entre vous est endormie et l'autre moitié est terrifiée. Je vais donc essayer de résumer tout ça et de parler de la forme que ça va prendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une photo dans son album. On peut aussi aller choisir une photo dans l'album de quelqu'un d'autre, ça n'est pas un problème. Certains et certaines d'entre vous, à chaque proposition, traitent l'intégralité de leur album et c'est évidemment... c'est pain béni. Néanmoins, de manière à pouvoir vraiment fouiller l'exercice, n'hésitez pas à partir sur une photo, si vous n'avez pas beaucoup de temps. Et donc, on va revisiter cette photo. On a 3 pistes pour le faire, soit en revenant sur sa parole, ça c'est un peu la piste Pétrarque, c'est la plus parlée, où on va corriger en direct à l'intérieur du texte. Alors, concrètement, on peut peut-être passer par l'italique si on choisit cette proposition-là, ou par la parenthèse, ça c'est, voilà. Ou on prend comme boussole le système Pérec, c'est-à-dire qu'on revient en fait sur les lieux du crime, de la photo riche de nouveaux enseignements, informations, d'un regard neuf aussi lié à l'âge. Euh, et là, on peut peut-être utiliser la méthode des notes. Alors, pour faire des notes, on utilise les crochets. Donc, je vous ferai un petit tuto sous la vidéo pour comment on utilise les crochets pour ceux qui ne savent pas. Je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour rendre ça sur la page membre, mais on s'en fout. Donc, vous pouvez vraiment mettre ces notes entre crochets, vont devenir très visibles. Donc, ça va alourdir votre texte, hein, vous inquiétez pas. Ça va aussi l'augmenter et le remplir d'une manière qui m'intéresse beaucoup. Ou alors, on a encore un troisième système, ou plutôt une troisième piste, qui est donc la piste Nadia Cervantes, on va l'appeler, en hommage à ces deux sources, qui consiste là à porter un regard de correcteur sur l'écriture. Une dernière chose, évidemment, c'est la question du je. Est-ce que celui qui corrige, c'est, comme chez Pérec, quelqu'un qui aide la famille, donc qui commente des photos de famille sur lesquelles il ne figure pas, mais sur lesquelles figurent ses parents, et donc il les commente en tant que fils? C'est une possibilité. Une autre possibilité, évidemment, c'est de commenter en tant que deuxième auteur. Ça, c'est le plan Cervantes, voire même troisième auteur avec Cervantes, puisqu'il y a aussi un traducteur qui passe entre les deux. Donc, un texte vous arrive et finalement, vous le commentez dans sa qualité littéraire et peut-être dans sa nature vraisemblable ou pas. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais la meilleure chose à faire, c'est ce que vous allez faire vous. Ou peut-être que ces pistes vont se mélanger, peut-être vous allez en créer une troisième ou une quatrième qui s'inspirera plus ou moins de ce que je vous ai proposé ici. Et c'est pour ça que j'attends vos textes avec une si grande impatience. Il va y avoir un épisode spécial de Noël qui arrivera d'ici 10 jours à tout casser, une semaine.
une grosse semaine qui sera une sorte de bonus track pour les aficionados et ceux qui s'ennuient entre la bûche et le Dijon. Si vous avez des questions, des propositions, contactez-moi, contactez-nous, contactez-vous sur le groupe Facebook de l'Inventarium, par mail, par n'importe quel moyen. Et si cette vidéo est trop longue, n'hésitez pas à vous plaindre à François Bon, qui est mon maître à penser sur ces ateliers et qui fait des formats dantesques que j'adore. Joyeuses fêtes!